Bienvenue dans ce grand débat sur le thème les SAD du futur dans l'idéal. Ce sera quoi? Service d'aide et d'accompagnement à domicile, bien sûr. Alors, on le sait, plus de 80% des seniors veulent rester à domicile. Avec la vague des baby boomers qui arrivent aux âges les plus avancés, pourra-t-on répondre à cette attente? Est-ce que les SAD actuels seront en mesure de répondre à cette attente? Que faudra-t-il améliorer, voire changer pour cela? Que seront les SAD de demain pour réussir ce challenge? C'est ce dont nous allons parler avec mes invités. Tout d'abord, Viviane Cassel-Rioux, qui est la directrice du SAD Aide et Présence à Brest. Rizlan Boukari, qui est ancienne directrice d'un SAD à Limoges. Mathieu Demas, qui est le directeur général du réseau APA, la tête de pont est basée à Mulhouse. Christophe Montfort, président de la Main Tendue dans l'Eure, si je me souviens bien. Eure-et-Loir. L'Eure-et-Loir, voilà, j'étais presque bon. Et Jean-Pierre Coudre, qui est le directeur d'atmosphère de la Fondation Partagez Vie, qui est à Paris. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous propose qu'on décrive déjà la situation, qu'on comprenne bien les enjeux, parce que par rapport à la vague du baby boom qui arrive, qu'on va regarder, qu'on va imaginer ce que ça va donner. Peut-être Viviane, la situation actuellement. Je commence par toi. La situation actuellement, elle n'est pas simple. Pas simple au niveau des SAD de maintien à domicile, comme le mien, puisque comme partout, mes collègues partout en France ont les mêmes difficultés, ou pour beaucoup en tout cas, c'est les problèmes récurrents de recrutement, d'absence, de remplacement pendant les congés, parce qu'on a aussi des difficultés de recrutement récurrents, effectivement, sur des postes en CDI, mais la principale difficulté, ce sont les remplacements. Et les remplacements de congés et les remplacements d'absence de courte durée, où là, ça nous met de gros soucis. Actuellement, ce qui est difficile aussi, c'est tout ce qui est la mobilité. Donc, la problématique de mobilité, du coût des carburants, l'entretien des véhicules personnels des salariés. Voilà, donc la situation actuellement est un peu complexe au niveau des SAD, je dois dire. Christophe, ta vision de la situation actuelle? Alors, Viviane, pardonne-moi, hein, mais moi, je suis un petit peu le caillou dans la chaussure. Nous, à la Main Tendue, ça fait 20 ans qu'on existe et on a toujours travaillé sur la marque employeur. Et la marque employeur permet justement de donner une vision extérieure, externe de l'entreprise favorable. Et ce qui permet, lorsque l'on travaille de façon précise et accrue sur la marque employeur, on ne rencontre pas de difficultés de recrutement. Je suis désolé, hein, mais c'est la vérité. Et surtout nos sites, on a 3 sites en propre. On vient d'ouvrir à Châteaudun, dans l'Eure-et-Loir, depuis le 17 janvier. On a déjà recruté, on reçoit des CV, on reçoit des candidatures spontanées sans aucun problème. Pourquoi? On parle de ça dans la deuxième partie. Comment tu fais? Mais là, la situation actuelle, est-ce la qu'elle... situation, moi, la situation, elle est, je ne la trouve pas défavorable. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste et il faut se donner les moyens, en fait, d'aller de l'avant. Alors, on a eu, oui, 2021 a été un peu, il y a eu le Covid, hein, qui a impacté fortement, alors surtout sur les derniers mois de 2021 où on a eu beaucoup de cas contacts, notamment au niveau du personnel et au niveau des bénéficiaires chez qui nous intervenons. Donc, lorsqu'ils étaient cas contacts, il y avait l'isolement qui était mis en place. Mais sinon, globalement, pas de difficultés particulières. Alors, bizarrement, je ne sais pas si c'est une question de région, mais nous, c'est l'inverse. Ça, c'est l'inverse. Ouais. On n'a pas eu de cas contact jusqu'à là cette année, en fait. Ah bah oui, mais ça, c'est parce que vous êtes... Non, j'allais On est au bout du monde. D'accord. Jean-Pierre. Alors, la situation aujourd'hui, moi je dirais qu'il y a un peu de confusion autour effectivement, des services d'autonomie mixte. Hein. On ne sait pas trop sous quelle forme ça va se mettre en place, quels sont les financements associés, quelles seront les modalités, etc. Donc là, il y a un peu de confusion. Après, nous, on a quand même des équipes qui sont fatiguées, voire même, je dirais, épuisées, à la fois psychologiquement et puis physiquement.
Donc ça, c'est ce qui est pour moi assez compliqué à gérer, même si on met pas mal de choses en place pour faciliter le travail. Puis aussi, des difficultés de recrutement. Sur Paris, effectivement, on peut recevoir beaucoup de candidatures, mais en fait, quand on fait des entretiens de recrutement, bah, soit les gens ne viennent pas, soit effectivement, ils commencent et puis ils ne continuent pas forcément. On a un noyau dur qui est assez stable chez nous de personnel, mais pour le développement, on a un peu du mal à faire venir de nouvelles personnes. Et ça, aussi bien être soignante qu'aide à domicile. Islane, comment toi tu vois, comment tu as vu à Limoges la situation? Alors à Limoges, effectivement, ce que dit Viviane, hein, c'est pas lié aux régions, mais en tout cas, voilà. Alors c'est vrai que je suis pas en poste depuis maintenant 3 mois, mais je suis très en veille et au courant de ce qui se passe autour. J'ai encore des collègues qui sont dans le secteur. Et effectivement, ce qui revient à chaque fois, c'est vraiment ce manque d'attractivité de nos métiers. Alors ça a commencé effectivement avec la crise, mais ça s'accentue petit à petit parce qu'il y a aussi cet épuisement des salariés, d'épuisement par rapport aux conditions de travail, aux conditions de rémunération. Donc voilà, tout ça, ça vient un petit peu mettre entre parenthèses une mauvaise ambiance entre les recruteurs et les candidats pensionnats. Donc il y a ça, d'un point de vue recrutement, ça devient assez compliqué, remplacer, voilà. Il y a un autre souci où je rejoins effectivement Jean-Pierre, ce manque de lisibilité en fait par rapport, que ce soit les professionnels ou les bénéficiaires, on ne sait pas trop où on va. Service autonomie, service d'aide à domicile, service soins infirmiers. Donc, je dirais que déjà que c'était pas très clair avant. On rajoute un petit peu cette difficulté, cette visibilité que nous-mêmes, en tant que professionnels, on a du mal un petit peu à se projeter d'ici 5 ans. Donc, ce qui fait que il y a quand même ce manque d'harmonie dans les pratiques. Donc, je dirais que ça, c'est les points négatifs. Maintenant, il y a aussi ce point positif où on parle un petit peu plus de nous. Voilà, on existe un petit peu plus, on va dire, dans le paysage. Et il y a, ça se manifeste par des collectifs où vraiment on va venir partager les problématiques, que ce soit par rapport au recrutement, le tarif socle, voilà, tous ces soucis concernent finalement tout département confondu, je dirais. Il y a quand même voilà, des collectifs qui naissent pour essayer de porter, on va dire, non pas les revendications, mais plutôt les solutions que les futurs candidats au présidentiel, notamment, pourraient prendre en compte pour une future loi de comptage. Croisons les doigts. Mathieu, à Mulhouse, dans l'est de la France, comment est la situation? Dans l'Est, tout va super bien, la vie est belle et comme Christophe, on n'a pas de problème. Non, je plaisante. Je plaisante évidemment. En fait, je suis en phase avec tout ce qui a été dit. Des problématiques liées à la période aux 2 années très compliquées qu'on vient de passer. Un épuisement psychologique, physique de nos collaborateurs, une faible attractivité de nos métiers, une demande largement supérieure aux capacités de réponse en matière de solutions. Et quelles que soient les entreprises dans notre secteur et dans nos secteurs géographiques, on a quand même des problématiques jusqu'à présent complètement inconnues. On a des travailleurs sociaux, on a des prospects qui appellent plusieurs structures et qui font le tour et au bout du 15e, qui n'ont toujours pas de solution. Donc ça, c'est du jamais vu. Manque d'attractivité, mais aussi peut-être des insuffisances de moyens mis en œuvre et mis sur la table pour faire ces métiers. Et du coup, j'en arrive aussi à un fonctionnement
un système de financement qui est complètement à bout de souffle, qu'il faut complètement réinventer, avec des systèmes à plusieurs vitesses, la tarification, de l'autorisation, du marché libre, enfin, etc. Il y a vraiment un sujet et une dichotomie entre le soin et l'aide qui n'a plus de sens aujourd'hui, puisqu'on devrait raisonner en parcours pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, donc en raisonnant par rapport aux besoins, et nous raisonnons en France, malheureusement, par rapport à un système. On fait partie du médico-social ou on fait partie du sanitaire, et du coup, il y a des financements ARS ou conseil départemental ou caisse de retraite. Donc là, il y a un vrai chantier qui est un chantier qu'on connaît depuis des années et qui malheureusement ne trouve pas sa solution, en tout cas aujourd'hui. Et donc je crois profondément que c'est à nous autres acteurs du secteur de proposer les solutions et d'arrêter de penser que les solutions viendront de l'État ou du politique. C'est à nous de proposer, de tenter, d'expérimenter et d'entreprendre. Alors, donc, si je résume, des problèmes de recrutement, des soucis, on va dire, des soucis de RH, des soucis d'essence qui augmentent, une demande qui est plus forte que l'offre, le baby boom qui arrive, qui a environ, si je ne me trompe pas, c'est 77 ans ou 76 ans, je ne sais plus. Qu'est-ce qui se passe? Des changements de mentalité aussi, Frédéric. Qu'il faut avoir. Que ce soit dans les générations là, qui arrivent, dans leurs besoins, dans leur manière d'appréhender leur vieillissement, et aussi au niveau des candidats. C'est vrai que depuis là, le Covid, on a des candidatures, quand on en a, on arrive à avoir des candidatures de personnes qui auraient tout pour plaire sur le papier, le permis de conduire, le diplôme, mais on est confronté au fait que ces personnes ne veulent plus travailler avant 9h le matin, pas après 16h, pas le mercredi, pas le samedi, pas le dimanche. Donc, du coup, les horaires des personnes les plus dépendantes, il y a un blocage actuellement. Je sais que comme, je crois que c'est Mathieu qui dit ça, sur notre région actuellement, il est impossible aujourd'hui pour quelqu'un qui a besoin demain d'une préparation de petit déjeuner de repas, il n'y a pas une seule structure en capacité de la mettre en place pour la semaine prochaine. Donc 2030, on se projette en 2030, la vague de baby boom, on sera déjà bien avancé. Dans l'idéal. Le Covid sera terminé. Comment? Le Covid sera terminé. Ah bah, j'espère bien quand même, rassure-moi. Et là, je touche du bois. Elle est où, là, le bois, là? Le stade idéal pour passer la vague du baby boom, ça aurait été quoi? Alors, l'optimiste du groupe, Christophe. L'optimiste, en fait, je vous donne juste un détail. Sur Châteauneuf, on a ouvert une agence là, et il y a une personne qui est venue postuler. Ce qui a changé dans les mentalités pour rejoindre Viviane, aujourd'hui, c'est le candidat au poste qui choisit son poste dans nos métiers. Alors qu'avant, c'était différent. Mais ça, nous sommes responsables de ça. Je suis désolé. Ça ne plaît pas la FEDESAP. Hein. Je sais que ça ne plaît pas à Franck, à Julien et tout quand je parle de tout ça, mais ne bâillonne-t-on pas la bouche de celui qui dit la vérité. Nous sommes responsables de 15 années d'exploitation du personnel dans ce secteur. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les gens se sont totalement désintéressés de ce secteur parce qu'ils en ont marre d'être exploités, d'être mal payés, d'être mal considérés. Au niveau des kilomètres, cette personne qui vient nous recruter nous dit « Ah, vous allez faire comme l'autre, m'envoyer le matin à 40 km de chez moi pour ma première prestation pour ne pas me payer mes kilomètres et ne pas me payer mon temps de trajet. » Ça se fait encore, tu crois? Mais bien sûr que oui, ça se fait. Oh là là, je suis un homme de terrain. Et sur le terrain, ça se fait. Et ça se fait, mais de façon régulière et dans beaucoup, beaucoup de structures. Ce qui veut dire qu'en fait, donc ça veut dire qu'en 2030, si tout va bien, on rémunère plus les salariés. Ben oui, c'est de la considération. Est-ce que les SAD ont les moyens de rémunérer plus les salariés avec le système actuel, Mathieu? Non, mais je pense, alors moi, il y a une partie de rémunération, évidemment, de moyens, évidemment, mais je pense que c'est de loin pas le seul. Je pense que c'est à nous de trouver des organisations un peu différentes. Je pense par exemple aux équipes autonomes, aux équipes qui libèrent les énergies en fonction des philosophies qu'on utilise. Je pense que c'est aussi à nos entreprises, qu'elles soient associatives ou lucratives, peu importe, c'est à nos entreprises et à nos organisations de nous adapter aussi, comme ce qu'a dit Viviane, ce qu'elle vient de dire Christophe, nous adapter aux besoins et aux souhaits de nos collaborateurs.
Et pour moi, c'est pas du tout illogique d'envisager des entreprises multiformes, multi-organisations, parce qu'à un moment donné, ce qu'on va rechercher, si on veut avoir une approche durable, de qualité de service, mais aussi de sérénité, de nos collaborateurs, ben, il va falloir qu'on s'adapte. Et c'est pas un souci. Il faut simplement qu'on soit juste dans les équipes. Donc le sentiment de justice et d'équité, il faut qu'il soit là. Mais après, les modes d'organisation peuvent totalement différer en fonction du besoin. De l'âge aussi de nos collaborateurs. On n'a peut-être pas les mêmes besoins quand on a des enfants en bas âge que quand on a 50 ou 55 ans et qu'on n'a plus d'enfants à charge. Mais par contre, qu'on a peut-être que physiquement, c'est peut-être un peu plus compliqué, etc. C'est à nous d'organiser, à nous d'inventer les nouvelles formes d'entreprise et d'organisation dans nos boîtes. Jean-Pierre? Oui, je suis d'accord avec ce que dit Mathieu, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une offre très large qui permettra de répondre justement aux différentes capacités de la personne en fonction de son âge. Là, je vois par exemple chez nous, on a une aide à domicile qui a eu des problèmes de dos. Bon, ben, on l'a mis sur de l'aide administrative. Donc voilà, il faut qu'on ait une offre assez large pour pouvoir effectivement proposer au personnel en fonction de ses capacités physiques, parce que je suis d'accord, hein, quand on a 55 ans et qu'on a fait de l'aide à domicile tout le temps, on est quand même abîmé. Hein. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on est quand même meilleur, entre guillemets, que le bâtiment dans tout ce qui est accidentologie, etc. Donc là, il faut qu'effectivement, on ait une offre très large pour répondre à ces besoins. En termes d'organisation, effectivement, nous, on est en train de mettre en place les équipes autonomes. Donc, et puis, on met un certain nombre de choses en place pour répondre à notre personnel sous l'angle d'un membre d'une famille. C'est-à-dire qu'en gros, on ne les prend plus seulement comme des collaborateurs, mais on les prend aussi comme des personnes qui sont dans un foyer. Donc, on propose des vacances à des prix plutôt intéressants. Voilà, donc, on fait tout un tas de démarches pour essayer de se caler par rapport à des besoins. Après, moi, je crois aussi qu'il y a des choses… Alors, je suis d'accord, il ne faut pas tout attendre du législateur. Par contre, moi, j'attends quand même dans cette hypothétique maintenant en grande loi autonomie, un volet, qu'est-ce qu'on fait pour les personnels de santé? C'est-à-dire que en termes d'accès au logement, en termes justement d'accès au carburant, etc., qu'est-ce que aussi l'État, dans un choix fort, peut proposer pour ce personnel de santé? Et ça, je pense que ça aiderait aussi beaucoup à valoriser ces métiers. Il y a bien sûr au niveau de nos structures, ça c'est clair, il y a aussi une vraie politique au niveau du personnel de santé, que ce soit en hôpital, en SAD, en SIAD, etc. Ça nous aiderait quand même, je pense aussi. À vous écouter, Mathieu et Jean-Pierre, en fait, je crois comprendre que la taille en fait, du SAD va compter en 2030. C'est en fait les petits SAD. Jean-Pierre, on peut se tutoyer ce que tu dis? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ce que tu dis oui. sur les salariés, les faire bouger, mais ça demande d'avoir des SAD qui sont suffisamment importants. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on souffre d'un émiettement des structures et d'une fragmentation trop importante des structures. Donc, alors moi, c'est vrai que je suis un profond convaincu de l'aide et du soin depuis déjà un certain temps. Mais bien évidemment, il y aura certainement des besoins, une offre encore plus à élargir. Et oui, effectivement, je pense que ce sera des structures de taille plus importante. Ouais. Alors, si je peux me permettre, juste pour préciser le point, et je ne sais pas si Jean-Pierre sera d'accord avec moi, les tailles plus importantes, c'est sûr, parce qu'il y a un besoin à un moment donné de taille critique aussi, en matière d'organisation, de structuration, de moyens. Mais au sein d'une organisation grande, d'une grosse organisation, créer des petits groupes, des petites équipes. Donc, ça, pour avoir et la souplesse de la PME, je dirais, et la puissance du groupe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble important, c'est de raisonner en offre globale. C'est-à-dire que d'avoir des structures, des entreprises qui ne font que du SAD ou que du SIAD, ou même que du SAD et du SIAD. Je pense que ça ne sera pas suffisant parce que le besoin de nos clients, le besoin de nos futurs clients, il n'est pas simplement sur de l'aide ou simplement sur du soin, il y a besoin d'un accompagnement global. Tout à fait. Et un accompagnement global, ça veut dire aussi intégrer dans nos équipes des personnes capables d'évaluer le besoin à plusieurs moments de la vie,
et dans ce parcours que j'évoquais tout à l'heure, pour permettre d'orienter en interne ou vers des partenaires. Et je pense que la notion de coopération va devenir une notion extrêmement importante. Et on va sans doute passer d'une notion de compétition à une notion de coopération. Parce que nous n'aurons pas le choix pour faire face à l'augmentation du besoin et à l'augmentation du besoin de la population liée au baby-boom, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Frédéric. Voilà. Viviane. Je vais me permettre de rebondir un petit peu sur tout ça, parce que bon, pour moi, je pense que le SAD, il doit rester à taille humaine. Je ne suis pas forcément, moi, dans l'idée d'avoir des SAD qui fassent tout. Alors, il y en aura qui feront, avec la création des services autonomie, qui feront du soin, qui feront… mais je pense que, voilà, quand on est bon dans son job, c'est bien d'être bon quelque part. On ne peut pas être bon partout. Et je pense que ce que disait Mathieu, en fait, cette offre, cette personne qui est en capacité de faire du lien et de la relation, je pense que pour moi, ça s'appelle un care manager. Et que ce qui me paraît important, c'est d'avoir des structures nouvelles qui commencent à se développer, effectivement, mais tout doucement. Mais je pense que dans quelques années, ce serait important qu'il y ait des services, justement, qui soient destinés à faire tout ce lien entre les différents services et les différents besoins et de répondre à tous les besoins de la personne en faisant ce lien avec les services existants et pas forcément d'avoir un service qui est le couteau suisse et qui fait tout. Alors, Islan, comment j'imagine les choses. Ça va te plaire, toi qui m'as parlé d'harmonie. Oui, tout à fait. Alors moi, je prendrais un peu de ce que Viviane a dit, de ce que Mathieu a dit, Jean-Pierre aussi. C'est que si je devais créer un service demain, moi, qui serait effectivement opérationnel pour 2030 et qui serait le service, on va dire, presque parfait, je partirais du principe que, voilà, en partant des besoins, et là on revient toujours, voilà, on a des lois qui ont été écrites. Quand je reviens à la loi qui a aujourd'hui 20 ans, qui est la loi de 2002, on était censé nous baser sur ce qu'on appelait l'usager au centre des préoccupations, donc les besoins. À partir du moment où on va partir de ce besoin-là, on peut décliner tout un tas de choses, tout un tas de prestations, de réponses à ces besoins-là. Et aujourd'hui, un service d'aide et d'accompagnement à domicile, un service autonomie demain, serait normalement en capacité de répondre à l'ensemble de ces besoins, de façon avec, voilà, comme je disais, avec une approche holistique, en ayant tous les professionnels, effectivement, qui sont en lien avec ces besoins, à savoir des aides à domicile, des auxiliaires de vie formés, diplômés, des aides-soignants, des infirmiers et coordonnateurs. Je rajouterai effectivement pour cette notion de prévention un acteur qui est pour moi essentiel et c'est l'acteur du quotidien, c'est l'ergothérapeute, qui justement, là je rejoins ce que disait Mathieu tout à l'heure, cette notion d'évaluation tout au long du parcours de la personne. Pour moi, en tout cas, de mon point de vue, un ergothérapeute est tout à fait capable de faire cette évaluation des besoins, non seulement des besoins, mais aussi de l'environnement de la personne, évaluer à un temps précis, mais évaluer sur la durée, et pouvoir adapter l'environnement, adapter, voilà, quand je prends tout l'environnement, c'est pas que la salle de bain ou l'escalier, c'est vraiment l'environnement de la personne, de façon à ce que tout soit adapté autour de la personne. C'est pas à la personne de s'adapter, c'est plutôt à l'environnement de s'adapter. Et je rajouterais cette notion de continuité de parcours, parce qu'un service autonomie aujourd'hui ou un service d'aide à domicile, on est capable de faire de l'aide, on est capable de faire du soin, mais ce qui se passe dans la majorité des cas, quand on a une personne âgée ou en situation de handicap qui, pour X raisons, est hospitalisée pendant 3 semaines, 1 mois, ou qui va en hébergement temporaire pendant voilà une certaine période, ce qui se passe, il y a une rupture en fait dans le parcours. En tout cas, il y a une rupture avec les services qui intervenaient de façon habituelle. Pour moi, le service autonomie de demain, de 2030, devra pouvoir, on saura le faire, ça c'est pas le souci, mais il faudrait qu'on se donne les moyens de le faire, c'est de garder le lien avec la personne, même en cas d'hospitalisation, pour pouvoir anticiper ce retour d'hospitalisation qui, si je fais un sondage aujourd'hui, vous savez très bien comment se passent les retours d'hospi.
c'est chaotique, c'est catastrophique quand le domicile n'est pas préparé à cette nouvelle arrivée, cette personne qui du coup a un peu perdu ses repères. Voilà, donc l'idée, c'est que le service soit prêt et puisse adapter le domicile pour ce retour et qu'il n'y ait pas de rupture en fait, qu'il n'y ait pas de rupture dans ce parcours, que ça soit voilà, médical, médico-social, résidentiel. Voilà, c'est vraiment pour moi le service de demain devra faire partie de cet écosystème autour de la personne, que ça soit l'établissement de santé, l'établissement d'hébergement temporaire, voilà, c'est vraiment faire partie de cet écosystème comme un maillon essentiel. Voilà, le service d'aide pourra coordonner un petit peu tout ça et faire le lien avec la personne, la famille. Au-delà de la partie soins, il y a aussi toute la partie de la vie de la personne, c'est-à-dire d'organiser ses loisirs, c'est-à-dire d'organiser un déménagement si le logement n'est pas adapté et qu'il faut aller dans un autre domicile. On voit aussi au-delà, en fait, les besoins seront certainement au-delà de celui juste de l'entretien, d'être bien chez soi, mais c'est aussi d'être bien dehors et avec sa famille. Et il y a le rôle de l'aidant et soulager l'aidant, je pense que ça va être aussi quelque chose d'important, puisqu'on voit bien que les aidants sont de plus en plus en difficulté, de plus en plus éloignés et qu'il y a de plus en plus de besoins de relais, en fait. Je crois entendre un point commun, c'est une offre globale. Enfin, le côté global de l'offre. Christophe? Oui, oui, moi je rejoins tous. Hein. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. C'est le SAD de 2030 devra être, oui, alors effectivement basé sur une offre globale, mais hyper structuré en interne, avec des compétences, avec du professionnalisme, avec des personnes étant en capacité d'aller faire justement une évaluation précise. Un suivi sur faire une évaluation des besoins. Il y a un objectif lorsqu'on prend les grilles Agir et lorsqu'on fait une évaluation des besoins, on va fixer les objectifs et les objectifs à atteindre pour le maintien à domicile. Et là, on rejoint vraiment la loi du 2-2 où la personne aidée était le centre d'intérêt justement. Le centre d'intérêt, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ça s'est perdu ça. Enfin, moi, c'est mon sentiment, c'est ce que je peux voir sur le terrain. Et il faut qu'on revienne sur ce professionnalisme structuré, formé, accompagner les intervenants. Mais même, Mathieu, tu parlais d'équipe autonome. Je ne suis pas trop pour l'équipe autonome, mais nous, il y a d'autres méthodes sur des référentes. Nous avons des intervenantes dans notre réseau qui sont des référentes et qui sont en capacité de remonter des informations auprès de la technicienne économie sociale et familière, auprès de nos coordinatrices. Et il y a vraiment une prise, une conscience professionnelle à avoir lorsqu'on intervient au maintien. Et pour moi, au domicile des personnes âgées. Et le SAD de 2030, c'est ça, c'est vraiment des SAD sur une offre globale, structurée, professionnalisée et avec des compétences. Une montée en compétences obligatoire. Oui, Viviane, et après Mathieu, j'aurai une question pour Mathieu après. Viviane. Excuse-moi, juste pour rebondir sur les équipes autonomes, alors peu importe jusqu'à quel niveau d'autonomie on peut aller dans les équipes, mais je pense qu'effectivement, c'est important. Enfin, pour moi, c'est un modèle qui peut être bon dans la mesure où ça répond à beaucoup de personnes qui partent vers le CESU parce qu'ils ne se trouvent pas suffisamment d'autonomie ou parce qu'ils voudraient être plus libres dans l'organisation de leur planning. Et je pense qu'effectivement, ce type d'organisation, alors pour moi, pourrait peut-être permettre de faire revenir des personnes qui sont parties vers le CESU, vers un travail salarié et du coup aussi enrichir nos CV et nos recrutements. Mathieu, le SAD 2030, tu voulais parler de prédictivité. Avec le micro. Oui, prédictivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de la prévention. On fait de la prévention santé à différents niveaux. Je pense qu'en continuant à innover dans nos métiers, innover, on a vu l'innovation organisationnelle tout à l'heure, Viviane vient de parler des équipes autonomes.
mais l'innovation technologique, digitale, va nous permettre, notamment au travers d'objets connectés, une meilleure connaissance des habitudes de vie, des habitudes de fonctionnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Et ça va nous permettre, avec notamment l'intelligence artificielle et un certain nombre d'algorithmes aujourd'hui qui existent, de passer dans un mode prédictif, très individuel, très personnalisé, qui vont nous permettre sans doute d'être dans une forme de prévention très individualisée, très personnalisée, et qui vont nous permettre de prédire en fait les moments ou l'arrivée de la dépendance. Et je pense que nos aides à domicile, nos auxiliaires de vie, nos AMP, nos aides-soignantes, nos infirmières ont un rôle à jouer là-dedans, de remontée de données, de remontée d'habitudes, d'alerte aussi dans le quotidien, et vont du coup permettre, au travers de ces données et de cette technologie, alliée à l'aspect humain qui ne sera jamais remplacé par la techno, et d'accompagner beaucoup mieux, de soigner beaucoup mieux et d'adapter beaucoup plus nos soins et nos accompagnements. Par exemple, ça veut dire que former les auxiliaires de vie à détecter un début de dénutrition, par exemple. Je pense à ça. Exactement. Par exemple, aujourd'hui, nous, au sein du réseau APA et globalement au sein du collectif qu'on a créé, la AMAL, on a des balances connectées. On a des objets connectés qui nous permettent de remonter des données en automatique et qui permettent comme ça, et typiquement la dénutrition, ce que tu dis, Frédéric, c'est typiquement ça. Comme on réalise des relevés de poids très régulièrement grâce à nos salariés, grâce à nos collaborateurs, on est en capacité d'identifier des pertes de poids avant qu'il y ait des pathologies qui s'installent et avant qu'il y ait des symptômes visibles qui s'installent. Et ça, nos salariés, nos professionnels qui sont tous les jours, plusieurs fois par jour chez les personnes âgées, qui de mieux qu'elles pourront se positionner par rapport à cette démarche prédictive, réelle et préventive du point de vue de la santé. Jean-Pierre? J'adore. Effectivement, moi j'ai un slogan, je dis que les services à domicile, ça doit être des vigies du système de santé, c'est-à-dire qu'on doit faire remonter l'information santé auprès des médecins, auprès des hôpitaux. Alors nous, on est en train de mettre en place un dispositif. Effectivement, les intervenantes sont équipées de smartphones et elles prennent 3 minutes à la fin de l'intervention pour répondre à un certain nombre de questions. Il y a effectivement un algorithme qui permet de voir en fonction des réponses s'il y a quelque chose qui diverge de façon un peu inquiétante et du coup, ça donne une alerte d'hospitalisation à 7 ou 15 jours. Et moi, vraiment, je suis vraiment là-dessus. Je pense que les services de demain, ce sont des services qui sont capables effectivement d'alerter à un moment donné sur une évolution de la santé de la personne qui pourrait aller dans le mauvais sens. Donc ça, j'adhère absolument aux propos. Sur la prévention, juste un mot, moi je pense qu'il faut qu'on essaie d'être assez exhaustif sur la prévention. Moi, je la vois sur la prévention nutrition, effectivement, ça a été évoqué. La prévention des chutes, la prévention de la nutrition, la dénutrition surtout, la prévention de la fatigue de l'aidant. Donc là, effectivement, on a aussi des choses à faire en matière de prévention. Et puis, deux choses. Pour aller aussi dans le sens de Mathieu, moi j'ai une expression, je dis souvent, il faut grandir mais pas grossir. Et effectivement, nos organisations, elles doivent grandir en trouvant un modèle d'organisation, et moi je n'ai trouvé que l'équipe autonome, qui permet à la fois d'avoir une offre assez large, d'avoir un volume d'intervention assez important, sans avoir une strate hiérarchique qui est pesante ou sclérosante. Donc, voilà, on est un peu sur cette notion de grandir et pas grossir. Et puis, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai peut-être une petite différence avec Viviane, c'est que moi, je pense qu'il faut intégrer quand même les structures. Je pense qu'aujourd'hui, le domicile est un peu pénalisé, handicapé par sa fragmentation. J'entends des SIAD à la FEAD qui me disent je ne veux surtout pas m'associer à un SAD, ou j'entends des SAD qui me disent je ne veux surtout pas m'associer à un SIAD. Et je pense que c'est un peu ce qui crée notre fragilité aujourd'hui. Par rapport à d'autres types de structures qui sont déjà bien implantées, bien établies, nous, on est un peu tous de notre côté. Et malheureusement, on manque un peu de force pour interpeller. Et c'est pour ça que moi, j'ai plutôt tendance à préconiser effectivement une intégration des structures plutôt qu'une fragmentation qui est aujourd'hui, ce qui d'ailleurs est un peu
évoquée par les personnes âgées elles-mêmes, hein, qui disent, nous, on est perdus dans ce panorama, ce panorama de structure. On ne sait plus trop à qui s'adresser. Alors, la libérale, elle fait l'injection, mais elle ne fait pas la toilette. Le SIAD, il peut faire un certain type de soins, mais il ne peut pas faire du 24/24. Le SAD, il ne peut pas faire les toilettes complexes. Et c'est un peu ça aussi qui nous empêche d'avancer, je pense. Est-ce que ça se rapproche de guichet unique, de la personne unique? Alors, moi, je suis plus resté accroché sur ce que Dominique Libaud appelait les centres de ressources pour personnes âgées. C'est-à-dire que je pense que la demande peut arriver par un service ou par un autre, mais après, les différents services étant soit intégrés dans une même structure, soit très interconnectés, il y a possibilité de passer le relais. Et c'est vrai que nous, on est très, très attentifs chez Atmosphère à passer le relais avec l'accueil de jour. On a aussi ce qu'on appelle la transition domicile-EHPAD. Hein. Quand on voit que le domicile est trop compliqué, on essaie d'anticiper avec la neuropsy pour passer le relais en EHPAD. Donc, il faut qu'il y ait une grosse interconnexion sans forcément une strate de coordination supplémentaire. Parce que malheureusement, je pense que parfois, ça complexifie un peu le système. D'accord. Rislane? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Pierre, c'est qu'effectivement, cette notion d'écosystème que j'utilisais tout à l'heure, c'est que on est capable de le faire si on se donne les moyens, mais justement pour vraiment se recentrer sur nos métiers, parce que encore une fois, l'idée, c'est pas de faire tous les métiers du monde en faisant service autonomie, mais pour se recentrer sur nos vrais métiers qui ont vraiment d'accompagner les personnes, de les soigner, d'en prendre soin et on peut en prendre soin en prenant soin des professionnels aussi. Ça, je pense que ça devra faire partie des nouvelles missions des services autonomie, c'est qu'on accompagne des personnes dépendantes, mais au milieu, ceux qui vraiment font le travail, ce sont les professionnels et il faudra à un moment donné qu'on soit aussi capable d'en prendre soin d'une manière ou d'une autre. Mais justement, pour moi, l'idée, c'est de se recentrer sur ces missions-là. Et je me dis, pourquoi ne pas justement mutualiser tout ce qui est service support, tout ce qui demande un petit peu de technicité, mutualiser entre structures qui font à peu près la même chose, tous ces services support pour qu'on puisse enfin nous recentrer sur l'essentiel. Je ne dis pas que ce ne sont pas des professions non essentielles, mais c'est des choses qui prennent énormément de temps au quotidien d'une structure ou au quotidien par là, dans la gestion d'une structure. L'idée, c'est de mutualiser ça, mutualiser des véhicules et utiliser, comme disait tout à l'heure Mathieu, justement cette intelligence artificielle pour faire un peu des choses réparbatives, des choses qui nous empêchent finalement d'avoir cette qualité de relation, cette qualité d'accompagnement auprès de la personne. Voilà. Mathieu, j'imagine que c'est ce que tu fais déjà dans le réseau APA avec les différentes structures. Il doit y avoir une mutualisation des supports, j'imagine. C'est exactement ça, je voulais pas faire la pub du réseau APA, mais effectivement, c'est ça le projet en fait. C'est ça notre projet, de ce réseau associatif, d'entreprises associatives, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a un projet commun, une ambition commune à laquelle chacun participe du point de vue stratégique et du point de vue opérationnel, et les services supports sont mutualisés, mis à disposition de l'ensemble, avec un système d'information partagé, notamment, mais avec des services compta, RH, enfin tous les services supports, en passant par la com et le marketing, qui sont mis à disposition de l'ensemble des structures. Et le collectif d'aide et de soins AMAEL qu'on vient de créer à quelques associations en France a pour objectif, je crois que c'est Jean-Pierre qui le disait tout à l'heure, a pour objectif de faire sous un même étendard partout en France, de fédérer des associations qui répondent aux mêmes projets, aux mêmes ambitions, et d'avoir une approche très qualitative du point de vue du client, mais aussi du point de vue du collaborateur, et pour faire vivre les valeurs qui sont les nôtres et le projet sociétal qui est le nôtre pour celles et ceux qui ont besoin de nous et qui auront besoin de nous de plus en plus dans les prochaines années. Christophe, tout à l'heure, tu as réagi quand on parlait d'équipe autonome. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu vois la chose et toi, ce qui te différencie par rapport à beaucoup d'autres que j'ai entendus, pas forcément ce soir, mais en règle générale,
c'est l'aspect ressources humaines notamment. L'aspect ressources humaines, oui, mais je pense que c'est la base du travail de nos métiers et c'est l'avenir de nos métiers. C'est travailler de façon profonde sur la considération de nos professionnels. Qui fait le job? C'est elles, je dis elles parce que 99,9% ce sont des femmes, c'est elles et personne d'autre. Nous sommes les têtes pensantes, nous sommes des bureaucrates, nous sommes derrière le bureau et on va mettre en place différentes actions. Mais qui fait le job? Ce sont les professionnels de terrain. Et ça doit passer par la considération. Et la considération, ce n'est pas que la rémunération, c'est aussi les conditions de travail, les faire travailler un week-end sur 3, sectoriser au maximum pour éviter l'épuisement, parce que le risque accidentogène qu'elles ont, puisqu'elles sont constamment dans leur véhicule, nous, par exemple, on travaille sur le volontariat. Jamais on impose à la main tendue, enfin je ne vais pas parler de la main tendue, mais dans le réseau, bon, dans le réseau, on n'impose jamais. On travaille toujours sur la base du volontariat. Et ça marche, parce qu'elles se sentent considérées. Et lorsqu'elles se portent volontaires pour un remplacement, parce que nous avons toutes et tous une obligation du service continu, et, nos coordinatrices, nos techniciennes d'économie sociale et familiale et tout, vont diffuser un message en interne en demandant qui se porte volontaire pour un remplacement sur un samedi, sur un dimanche, pour X raisons, un enfant malade, un pneu crevé, que sais-je encore. Et là, ça fonctionne très bien, puisqu'on a, elles viennent d'elles-mêmes, en fait. On leur a imposé le remplacement. Primo. Et en plus, lorsqu'elles se portent volontaires, elles sont primées. On leur donne une prime, parce qu'elles sont bien voulues de se porter volontaires pour faire ce remplacement. Mais j'en ai des tonnes et des tonnes et on travaille sur les engagements qui sont pris au recrutement. Nous, en tant que manager, coordinateur, directeur, président, et j'en passe et des meilleurs, on fixe les engagements que l'on tient sur toute la durée du contrat. Et bien souvent, on diffuse par le digital, vive le digital, en intranet, une note de service en reprenant tous les points d'engagement qui ont été pris au recrutement. Si toutefois un des engagements n'a pas été tenu par la direction, par le service de coordination, ce n'est pas volontaire, ça peut être accidentel. N'oublions pas que nous sommes humains, mais merci de vous rapprocher, soit de service de coordination, etc. Et on rééquilibre en fait le dialogue. Et ça match. Elles sont considérées. Voilà. Et c'est ça le travail sur la marque employeur. Et je pense, alors je ne suis pas donneur de leçons, je ne veux surtout pas passer pour le donneur de leçons, mais ça marche chez nous. Pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs? Je n'arrive pas à comprendre. Je fonctionne exactement de la même manière. Hein. Effectivement, on travaille un week-end sur 3. Tout est sur la base du volontariat. On n'impose effectivement jamais de remplacement, jamais de week-end. Malgré tout, on est toujours confrontés, nous, à cette difficulté de recrutement, d'absentéisme et de tension, en tout cas, sur le… Alors, est-ce que c'est… Peut-être de secteur géographique, hein, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a de l'attractivité au niveau de notre entreprise et tu as tout à fait raison de me dire que quand on manage effectivement nos équipes de manière souple et quand on leur demande leur avis, parce qu'on leur demande aussi souvent leur avis, on fait beaucoup de réunions de coordination, on fait des réunions d'équipe une fois tous les 2 mois avec tout le personnel. Alors, on a testé les réunions vidéo, puisque en visio, on s'est dit au début ça ne va pas marcher, puis bingo, tout le monde était présent à chaque réunion en visio. Donc, on met de la considération, mais malgré tout, on peine quand même encore à avoir des week-ends sur lesquels on arrive à pourvoir toutes nos prestations. Et bon, c'est certainement mieux qu'effectivement sur je pense, des méthodes de management plus strictes. Mais bon, malgré tout, je pense que la baguette magique, là, on ne l'a pas encore trouvée. Oui, tout à fait. Avant de faire la conclusion, Jean-Pierre, j'avais marqué que tu voulais aussi parler de structure choisie par rapport au potentiel. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Moi non plus. Choisi. J'ai marqué structure choisie, potentiel. Oui. En fait, moi j'essaie de favoriser l'évolution professionnelle dans la structure et du coup, le potentiel d'évolution professionnelle. Nous, par exemple, on a plus de 15 aides à domicile qui sont devenues aides-soignantes chez nous. Donc, bravo.
Du coup, l'idée, c'est ça, c'est de proposer qu'elles aient envie de venir dans nos structures parce qu'elles sauront qu'elles pourront trouver une évolution professionnelle, aide à domicile, agent de soins, aide-soignante, infirmière. Moi, j'ai des aides-soignantes qui sont devenues infirmières. Alors, je n'ai pas pu les retenir toutes, hein, mais voilà. Et puis après, il peut y avoir d'autres évolutions professionnelles encore. Donc, moi, effectivement, c'est quelque chose qui me paraît important, ça, de leur proposer une évolution professionnelle. Super. On arrive à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Moi, j'ai retenu des termes, offre globale, prédiction, détection, regroupement, travail en commun des différents acteurs, individualisation de l'accompagnement, hyper structuré au niveau RH, lâcher prise. Moi, Christophe, je pense qu'il doit freiner pas mal de monde à être copié, c'est qu'il faut avoir, à mon avis, moi, c'est pour moi, je vois ça un sacré lâcher prise, de faire en sorte que les salariés travaillent sur le volontariat. Ah oui. C'est un peu contre-intuitif quand même par rapport à tout ce qu'on nous a mis dans la tête. Hein. Non? C'est elle le moteur. Mais c'est vrai que ça fonctionne bien, ça crée pas de conflit sur on m'a imposé de travailler le week-end et effectivement comme disent les coordinatrices, nous on passe notre temps à négocier. On est dans le donnant-donnant, c'est-à-dire que celle qui va avoir besoin de sa demi-journée, on va tout faire pour réussir, ou sa journée, pour réussir à faire le planning, pour qu'elle ait la journée qu'elle demande. Par contre, le jour où effectivement on a besoin, ils vont aussi répondre présent. Donc, c'est vrai que là-dessus, sur le quotidien, ça fonctionne bien. C'est très positif, Liliane. C'est très positif, Liliane, ça. Ah oui, c'est très positif, mais c'est pas suffisant. Mais c'est très positif. Hein. C'est vrai que ce sont des choses qui fonctionnent, mais pas suffisamment pour travailler correctement aujourd'hui. Oui, je pense qu'il faut, alors oui, il faut du pessimisme parce que ça fait aussi avancer les choses. C'est dans la divergence qu'on fait avancer les choses, mais il faut aussi noter quand même les points positifs. Tout à l'heure, Ghislaine a parlé du tarif SOC à 22 €. C'est une avancée énorme. On l'attendait depuis des années. Le crédit d'impôt, qui a une avancée aussi importante où les personnes âgées vont pouvoir, personnes âgées, ce sera en 2023. Et il y a quand même des avancées gouvernementales qui vont dans le sens de nos métiers. On nous écoute, on nous regarde. Il faut aussi, on fait un petit retour en arrière. C'est un jeune métier, hein. Il a 10 ans de métier, 10-15 ans. Hein. Voilà, c'est un jeune métier. Donc, comme tout jeune métier, il y a des choses qui doivent se mettre en place, il y a des choses qui doivent s'embriquer. Et les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, tout ça, je pense qu'il y a d'autres priorités pour le moment. On arrive à me caser la guerre en Ukraine dans mon émission, mais je n'en reviens pas. Rizlan, conclusion. Et puis conclusion, d'ailleurs. Donc, tu as levé la main, tu as fait la conclusion. Voilà. Rizlan. D'accord, je rajouterai effectivement, je rajouterai le mot transparence en fait. Transparence vis-à-vis des collaborateurs, transparence vis-à-vis des bénéficiaires, des clients ou voilà. Le mot transparence, pas juste un mot, mais dans la pratique aussi de ce qu'on fait au quotidien. Je pense que pour rejoindre un petit peu ce que disait, je pense que c'était Jean-Pierre qui parlait des équipes autonomes. C'est quoi une équipe autonome aujourd'hui? C'est une équipe en qui on fait confiance finalement. Donc il y a cette notion de lâcher prise aussi. Et je pense que les gens aujourd'hui, ils ont besoin de sentir cette confiance-là. Et si on est transparent dans le fonctionnement de l'entreprise ou de l'association, de la structure, ils nous le rendent bien. Et là, je ferai effectivement référence au champ de l'économie sociale et solidaire pour les entreprises, on va dire, commerciales ou à but lucratif qui vient un petit peu gommer ce qu'on appelle le commercial ou lucratif de façon un peu négatif. Mais je pense que ce champ de l'économie sociale et solidaire peut réunir un petit peu tout le monde et redonner la place aux professionnels, aux bénéficiaires. Et je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit en arrière, la loi de 2002, la participation des usagers. Je pense que ça pourrait se rejoindre
entre le champ de l'économie sociale et solidaire et toutes ces lois qu'on a vues depuis maintenant 20 ans, voilà, redonner la place à chacun, aux professionnels, aux familles, pour qu'on puisse, nous, professionnels, on va dire, stratégiques, ou voilà, les dirigeants, la gouvernance, puissent faire vraiment son métier. Super, merci. Nous arrivons à la fin de l'émission. Sur ma chaîne YouTube, il y a 2 autres émissions que vous pouvez voir sur le même sujet. Merci à toutes, merci à tous, merci beaucoup d'avoir participé, puis merci d'avoir regardé. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.